Le parrainage, ça ne permet pas au parti politique de décider. Regardez bien comment ça se passe aujourd'hui. Le parrainage est devenu un instrument d'opacité. Est-ce que les députés peuvent dire, en leur âme et conscience, vers qui leur parrainage est allé? Aucun des députés ne peut vous dire, c'est vers tel candidat que mon parrainage est allé. On entend juste le nombre de parrainages qui est allé à tel candidat ou tel autre. Est-ce que vous êtes sûr que les députés du pouvoir ont décidé de parrainer X ou Y personnes? On ne sait pas. Il y a l'opacité qui couvre ce parrainage. Donc moi, j'ai toujours milité pour que le parrainage ne soit plus un critère de validation de la candidature, que ce ne soit plus un critère de validation d'une candidature à une élection présidentielle, mais plutôt un critère incitatif. Qu'on dise que lorsque vous êtes parrainé, par exemple, vous ne payez plus la caution. De ce matin, ce frais matin, Nouroudine Sakassali, bonjour. Merci de m'avoir sorti très tôt de mon lit, monsieur Achiro. Merci d'être là, merci de vous rendre disponible. Vous êtes juriste et membre du parti politique Les Démocrates. Vous avez effectué un recours au niveau de la Cour constitutionnelle demandant la suspension du processus électoral. Quelles en sont les motivations? Membre fondateur, je précise. Membre fondateur du parti politique Les Démocrates, oui. J'ai fait un recours hier, je l'ai déposé hier matin et c'est parce que je suis resté un peu convaincu de ce que j'ai toujours dit depuis que le parrainage est intervenu dans notre paysage politique. Moi, je n'ai jamais considéré le parrainage comme un critère sélectif des candidatures. Pour moi, ça n'a jamais été un critère qualitatif pour sélectionner des meilleures candidatures parce que, s'il vous souvient, Paul Humpé a été candidat en 2021 déjà, oui, avec un certain nombre de parrainages, mais il n'a eu que 2%. Donc pour moi, si c'était un critère qualitatif, le score aurait été un peu plus important que cela. Je l'ai martelé tellement de fois sur les chaînes à l'international, dans les interviews, dans mes interventions, que le parrainage était plutôt une invention politique d'exclusion. Que le parrainage était une invention pour décider de qui serait candidat et une manière d'enlever la souveraineté et le choix électoral aux populations. À cause du parrainage aujourd'hui, nous ne pouvons plus librement choisir qui nous voulons comme dirigeants parce qu'on nous insère dans des couloirs, dans des canaux dans lesquels nous devons rentrer. C'est ce qui justifie l'abstention que nous connaissons dans les différentes élections présidentielles qui sont intervenues depuis l'instauration du parrainage. Donc, à mon niveau, j'ai toujours considéré le parrainage comme étant une mauvaise chose. Et ce qui se passe aujourd'hui le prouve encore plus fortement. Vous ne voyez pas le parrainage comme un instrument qui réconforte les partis politiques dans leur hégémonie? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Le parrainage... Ça ne permet pas aux partis politiques de décider? Regardez bien comment ça se passe aujourd'hui. Le parrainage est devenu un instrument d'opacité. Est-ce que les députés peuvent dire, en leur âme et conscience, vers qui leur parrainage est allé? Aucun des députés ne peut vous dire, c'est vers tel candidat que mon parrainage est allé. On entend juste le nombre de parrainages qui est allé à tel candidat ou tel autre. Est-ce que vous êtes sûr que les députés du pouvoir ont décider de parrainer X ou Y personnes? On ne sait pas. Il y a l'opacité qui couvre ce parrainage. Donc moi, j'ai toujours milité pour que le parrainage ne soit plus un critère de validation de la candidature, que ce ne soit plus un critère de validation d'une candidature à une élection présidentielle, mais plutôt un critère incitatif. Qu'on dise que lorsque vous êtes parrainé, par exemple, vous ne payez plus la caution. Lorsque vous êtes parrainé, vous avez droit au remboursement automatique de vos frais de campagne. C'est à ça que le parrainage doit servir. Dans tous les pays africains francophones où le parrainage a été testé, ça a abouti à des crises politiques majeures. Je l'ai rappelé encore lors d'un débat sur la Deutsche Welle, une radio allemande, que le parrainage n'était pas culturellement adapté et même politiquement pas adapté à nos sociétés africaines. Quand j'ai porté le recours hier, c'est parce que j'étais un peu triste de voir comment ça se passait avec cette affaire de Michel Sodino, qui est député de mon parti politique, de la 19e circonscription. Je me suis demandé si l'élection présidentielle était devenue aussi banale pour qu'un parti soit empêché de concourir avec le nombre de militants, les centaines de milliers d'électeurs qui veulent se porter sur ce parti, pour que ce soit par des vidéos interposées que quelqu'un s'exprime et peut-être hypothèque la participation de ce parti à l'élection présidentielle. Et je me suis dit, en toute logique, une institution aussi sérieuse que la Sénat, une institution aussi sérieuse que la Cour constitutionnelle ne devrait pas, sauf à avoir pris parti, se baser sur des propos, des écrits, avec tout ce que nous connaissons aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Je veux que la Sénat et la Cour constitutionnelle nous permettent de nous rassurer
que le député Sodjinou est réellement sans entrave, est réellement sans contrainte et qu'il s'exprime librement. On a bien vu, il a été filmé. Par qui il a été filmé? Il lisait sur un prompteur. Quand est-ce que ça a été installé chez lui? Où est-ce qu'il est? Moi, je veux que la Cour nous permette de nous rassurer que ce monsieur est libre de ses mouvements. C'est peut-être une question de vie humaine qui a... Oui, on peut tout dire aujourd'hui. On peut tout faire dire aussi à des images, surtout avec l'intelligence artificielle. Donc moi, j'ai demandé de manière basique et bête à la Cour constitutionnelle, soit de suspendre le processus électoral jusqu'à la réapparition physique, sans entrave et sans contrainte du député Sodjinou, ou alors d'enjoindre à ce monsieur, à ce député, de venir montrer clairement qu'il a envie ou qu'il n'a pas envie de parrainer. Parce que la loi ne l'oblige pas à parrainer. C'est seulement s'il décide de parrainer que la loi l'oblige à parrainer seulement le duo désigné par son parti. Donc, il est libre de parrainer, mais je veux qu'il vienne nous le dire de manière visuelle, c'est-à-dire... Vous voulez qu'il soit présent à l'audience. On ne peut pas se suffire et se satisfaire et se consoler d'images vidéo ou bien d'écrits. Encore que certains écrits ont été contestés, venant de lui ont été contestés. Plusieurs personnes ont dit que ça, ce n'est pas de lui. On n'a pas à s'amuser avec le sort d'une nation à travers des écrits ou à travers des petites vidéos. Il faut que la Cour, dans son rôle supérieur de garant du contexte électoral et du contentieux électoral, et même du fonctionnement régulier des institutions, enjoigne à ce député d'apparaître physiquement. Puisqu'il dit qu'il va qu'à ses occupations, il n'y aurait donc pas de difficulté pour lui. Vous avez connaissance de ses activités, de ses lieux professionnels? C'est lui qui a dit dans la vidéo, je pense que je l'ai vu, comme tout le monde, comme vous. Tout à fait. Voilà, il a dit qu'il était libre. Donc, il serait loisible pour lui d'apparaître à la Cour constitutionnelle et dire, voilà ma fiche de parrainage que j'ai récupérée, et voilà, je décide de ne pas parrainer. Il a le droit de ne pas parrainer. Il a le droit. Il peut décider de ne pas parrainer. Mais moi, je veux le voir le faire devant la Cour pour que chacun soit sûr qu'il assume la décision qu'il a prise de parrainer ou de ne pas parrainer. On ne doit pas s'amuser à travers des vidéos interposées et considérer qu'un processus électoral peut être entaché d'autant de risques. Donc, moi, j'ai considéré que le fait que le parti Les Démocrates ne participe pas à l'élection, elle est une perte de chance. C'est ce qu'on appelle en droit une perte de chance pour vous et moi, les électeurs, d'avoir en face de la pluralité d'opinions, d'avoir de la diversité et donc la vitalité démocratique. Donc, il ne faudrait pas que ce soit sur la base de petites vidéos que ce droit-là soit retiré à des millions de Béninois de vouloir s'exprimer et de vouloir s'intéresser à la vie politique de leur pays. Nourdine Saka Saleh, vous allez me permettre de faire une petite entorse à nos échanges préliminaires avant cet entretien. Je m'en voudrais de vous recevoir sans quand même recueillir votre opinion sur cette situation que traverse votre formation politique. Vous avez été candidat à la candidature. Ma première question, c'est de savoir, est-ce que Nourdine Saka Saleh a foi et confiance au processus qui a conduit à la désignation du duo candidat de sa formation politique? Ce qu'il vous souvienne que j'étais le premier, et peut-être même le seul membre du parti, à avoir officiellement déclaré mon intention de compétir. Et pour cela, j'avais posé un peu de conditions. J'avais dit que je souhaiterais que le parti nous permette de débattre entre nous, c'est-à-dire de confronter nos idées. Ça avait fait un tollé, ça avait fait beaucoup parler. Pourquoi il va annoncer sa candidature? Pourquoi il va demander un débat entre eux? Alors que c'est la base. C'est la base. Si vous ne dites pas que vous avez envie d'être candidat, comment est-ce que les gens vont s'intéresser à ce que vous avez dans le ventre, à ce que vous pensez? Donc, la décision a été prise d'organiser un processus de désignation auquel j'ai librement participé. Vous vous rappelez, l'une des conditions était qu'il fallait payer 25 millions. Vous avez déposé les 25 millions? Je vous ai montré le chèque. Je pense que toute la terre a vu les chèques certifiés que j'ai déposé tout cela tranquillement. Et l'une des conditions, c'était que si vous participez à ce processus-là, vous perdez d'office au moins 5 millions si vous n'êtes pas retenu. Donc, j'ai donc fait foi en ce que le parti a dit, mais je ne suis pas membre de la commission, donc j'ai subi, comme tout le monde, les résultats. Subi?